Les résultats de centaines de bureaux de vote sur les 25 000 installés dans tout le pays circulaient dès ce dimanche soir sur les réseaux sociaux, mais les Camerounais pourraient encore attendre 2 semaines avant les chiffres officiels. Légalement, les procès-verbaux de chaque bureau après vérification par l'organe chargé d'organiser les élections doivent être transmis au Conseil constitutionnel qui est le seul habilité à proclamer des résultats 15 jours après le scrutin. Dans cette longue attente, la presse nationale et les Camerounais n'ont pas tari de commentaires au lendemain du vote. Et les jeunes vraiment sont impliqués dans le mouvement politique et c'est une bonne chose. Mais dans les années à venir, quand même, il va falloir que le gouvernement s'arrange de telle sorte qu'on ait des cartes au moment opportun, parce que certains étaient inscrits, n'avaient pas les cartes. Ce que nous allons dire actuellement, c'est que les Camerounais ne doivent plus commettre les erreurs que nous avons observées. De par le Cameroun, beaucoup ne se sont pas inscrits, qui font les bruits. Beaucoup ne se sont pas inscrits. Après les élections, certains ont sollicité que tel sera le vainqueur alors qu'ils n'ont même pas voté. C'est insignifiable. Dans les régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest, frappées depuis 1 an par un conflit meurtrier entre des séparatistes et l'armée, le taux de participation a été très faible. Des troubles ont également émaillé le scrutin. Des coups de feu ont été entendus dans les 2 capitales régionales, Buea et Bamenda, et 3 hommes armés séparatistes présumés ont été abattus par les forces de l'ordre à Bamenda. Dans le reste du pays, le vote s'est déroulé sans incident majeur rapporté, notamment à Yaoundé et Douala. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé les Congolais à trouver, à travers un dialogue, les voies d'un consensus le plus large possible, permettant de créer les conditions d'élections réellement crédibles et transparentes, se déroulant dans un climat apaisé. Cet appel au dialogue concerne surtout l'utilisation de la machine à voter, un sujet qui alimente la polémique à l'approche des élections de fin décembre en République démocratique du Congo. Lors de leur visite à Kinshasa, les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont également répété la disponibilité de leur mission au Congo, la MONUSCO, à répondre à toute demande de soutien logistique à l'organisation des élections. Si la RDC a fait savoir qu'elle refusait toute aide logistique et financière pour ces élections, l'ONU a pour sa part expliqué que son aide ne constitue en aucun cas une façon de s'immiscer dans les affaires internes du pays. Saluant des progrès notés dans le processus électoral, le porte-parole de la mission, l'ambassadeur de France aux Nations Unies, François Delattre, a souligné l'importance des pas supplémentaires qui restent à accomplir pour créer la confiance avant les élections, évoquant entre autres la liberté de manifester. 2000 marins, des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. C'est la distance à laquelle les autorités du Bénin et du Togo voudraient étendre leur plateau continental. Le plateau continental est une notion géologique qui renvoie aux richesses du sol et du sous-sol marin. Cette démarche d'extension du plateau continental nécessite l'aval des Nations Unies selon l'article 76 du paragraphe 8 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. C'est en vertu de ces dispositions de la Convention d'une part et de bonnes relations politiques et sociales que les 2 pays entretiennent depuis de longues années, d'autre part que les 2 États ont décidé de cette soumission conjointe exécutée le 21 septembre 2018 en présence des ambassadeurs, représentants permanents des 2 pays auprès des Nations Unies à New York. Cette volonté d'extension du plateau continental vise quel objectif? C'est l'une des interrogations des journalistes conviés à la conférence de presse tenue 5 septembre dernier à cet effet. Ça veut dire que si nous avons les richesses que je viens de décrire tout à l'heure, nous serons en droit de les exploiter jusqu'à cette étendue-là. Voilà l'intérêt. Donc, c'est à la fois un enjeu de souveraineté nationale,
Lorsque vous connaissez vos espaces maritimes, vous devez les protéger. C'est un enjeu économique aussi. On sait aujourd'hui ce que ces richesses rapportent en termes de revenus. D'une telle démarche des autorités togolaises découle la nécessité de placer l'économie bleue au cœur du développement du pays. Depuis plusieurs jours, les rumeurs vont bon train sur une éventuelle démission ou une éviction de Lonna Nene. Le ministre sud-africain des Finances va faire l'objet d'une enquête menée par la médiatrice sur des allégations de conduite frauduleuse. L'affaire a démarré mercredi dernier lorsque le ministre a raconté à une commission d'enquête qu'il avait été remercié par le président Jacob Zuma pour avoir refusé la signature d'un juteux contrat nucléaire favorable aux frères Gupta, proche de l'ex-chef d'État sud-africain. Lors de son témoignage, le ministre a concédé avoir rencontré les frères Gupta à leur domicile, mais il a catégoriquement nié les accusations de l'opposition qu'il accuse d'arrangements douteux avec les Gupta lorsqu'il était vice-ministre des Finances, puis patron du fonds de pension des fonctionnaires. Au lendemain de son passage devant la commission d'enquête, le ministre des Finances a publié une lettre pour s'en excuser, concédant une faute et une erreur de jugement. Mais loin de calmer les critiques, son courrier n'a fait que relancer les accusations et les appels à son départ. Titulaire du portefeuille des Finances depuis 2014, Lonna Nene en a été écarté en décembre 2015. Il l'a retrouvé il y a 8 mois, nommé par Cyril Ramaphosa, le successeur de Jacob Zuma. La France et le Tchad veulent remobiliser autour de l'initiative africaine de paix en Centrafrique. Il s'agit d'une annonce faite ce mardi à N'Djamena par la ministre française des Armées, Florence Parly, à l'issue d'un entretien avec le président tchadien Idriss Déby Itno. Également au menu de cette rencontre, la situation en Libye. Nous avons évoqué ensemble les questions régionales. Les questions régionales, c'est-à-dire la situation en Libye, puisque une attaque très violente a frappé le nord du Tchad il y a quelques semaines de cela. Et puis nous avons également évoqué la situation en Centrafrique, qui est l'objet d'une particulière vigilance de notre part, mais aussi de la part du président Déby. La ministre française des Armées a également rencontré le ministre tchadien de la Défense, Bichara Issa Djadala. Il a notamment été question du poste de commandement de la force Barkhane installée à N'Djamena depuis plusieurs années et qui constitue un élément essentiel du dispositif français en Afrique. La reprise des opérations de la force du G5 Sahel, des opérations interrompues par la saison des pluies, n'a pas été occultée. Il faut maintenant que les opérations puissent reprendre le plus rapidement possible. Elles ont été évidemment interrompues par la saison des pluies, mais il faut que dès que la fin de cette saison se termine, c'est-à-dire maintenant, on puisse très rapidement reprendre un rythme soutenu d'opération. C'est très important. Il faut dire que la ministre française des Armées s'est également adressée aux soldats de la force Barkhane déployés à N'Djamena. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a souligné la nécessité pour tous les acteurs politiques de faire preuve de la plus grande retenue et de s'abstenir de toute déclaration ou action susceptible de générer des tensions. À travers un communiqué rendu public par la Commission de l'Organisation continentale, son président a souligné que toute réclamation liée au processus électoral doit être traitée dans le cadre des mécanismes juridiques existants. Lundi, Maurice Kamto, l'un des principaux candidats de l'opposition à l'élection présidentielle camerounaise de dimanche, avait revendiqué la victoire en déclarant avoir reçu du peuple un mandat clair qu'il entend défendre jusqu'au bout. Il n'a cependant pas donné de chiffres ni de pourcentage, pas plus qu'il n'a indiqué sur quoi il basait ses affirmations. Une sortie diversement appréciée par les Camerounais. Ce que Kamto a fait, Kamto a déçu la population en déclarant vraiment qu'il était vraiment un vainqueur vraiment des élections. Le professeur Kamto, candidat à l'élection présidentielle, a fait une déclaration politique. Que lui accorde
que lui reconnaît l'article 113 du Code pénal qui dit précisément que les résultats des bureaux de vote sont publics. Moi, personnellement, je n'aperçois pas les choses telles que certaines personnes le pensent. Je ne pense pas que vraiment, avec tout ce que Maurice Kamto a fait pour ce pays, vraiment, il pourra se lever un matin, question pour lui de déstabiliser le pays. Ah ouais, sorties sont toutes prématurées de cette esthète des choses juridiques, compte tenu du fait qu'en réalité, il le sait pertinemment, c'est au Conseil constitutionnel de proclamer les résultats. Mais voilà, il me semble que pendant sa sortie, il demande au président Paul Biya de lui céder pacifiquement le pouvoir et que si d'aventure ça n'était pas fait, que ses partisans marchent. Donc ça veut dire que c'est une sortie prématurée. Autant. Dans la foulée, les autorités camerounaises ont indiqué que Maurice Kamto se plaçait hors la loi par de telles déclarations. Le Conseil constitutionnel étant le seul organe habilité à proclamer les résultats au Cameroun, au plus tard 15 jours après le vote. Le nombre de morts a depuis été porté à 55 le mercredi à la mi-journée. À en croire un miraculé du drame, l'autobus qui a quitté Nairobi à destination de Kakamega était surchargé. L'équipage ne respectait pas les règles de la circulation et roulait à vive allure au moment de l'accident. Les blessés ont été conduits à l'hôpital du district de Kericho. Dans cet accident, nous avons perdu 50 vies, dont 31 hommes, 12 femmes et 7 enfants. Les corps ont été transportés à la morgue de l'hôpital du comté de Kericho. Nous avons des survivants qui ont été emmenés à Mourini et à Fortenan et certains à Kericho. Nous recueillons toujours des informations sur l'identité des personnes impliquées dans l'accident. Les statistiques officielles des autorités font état d'environ 3000 morts par an sur les routes du Kenya, mais selon l'Organisation mondiale de la santé, ce nombre serait supérieur à 12 000. En décembre 2017, 36 personnes avaient été tuées dans une collision entre un autocar et un camion et l'année précédente, plus de 40 personnes avaient trouvé la mort lors de la collision, puis l'explosion d'un camion-citerne contre une série de voitures circulant sur une autoroute proche de Nairobi. Dès l'aube ce mercredi, de longues files d'attente se sont formées devant des bureaux de vote de Maputo, la capitale. Dans le pays, la plupart des bureaux de vote ont ouvert à 5 heures GMT. Ces élections, entre-temps menacées par des tensions entre le gouvernement et la Renamo, le principal parti d'opposition, ont plus qu'un caractère politique. Elle constitue un test du processus de paix en cours après 3 années de violence entre 2013 et 2016. Le scrutin s'est déroulé sous haute surveillance après une campagne qui a ravivé les tensions entre le parti au pouvoir, le Frélimo, et son éternel rival, la Renamo. Une cinquantaine d'incidents entre partisans du pouvoir et de l'opposition ont été enregistrés au cours de 2 semaines de campagne. Une vingtaine de personnes, principalement de l'opposition, ont été arrêtées. Le Frélimo contrôle actuellement 49 des 53 municipalités du pays, mais l'opposition, composée de la Renamo et du MDM, la deuxième formation de l'opposition, détient 3 des 4 plus importantes municipalités du pays. La Renamo compte sur ces scrutins pour enregistrer une percée électorale avant les élections générales de 2019.